La date des grandes vacances 2019-2020 a été fixée par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. La mise en place des autorités de la transition sans l'association du M5 RFP crée des frustrations au sein du mouvement du 5 juin. Vous aurez les explications avec le professeur Clément Dambélé. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Je le disais dans le titre, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que les établissements de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement national seront en vacances en fin d'année scolaire 2019-2020 pour une période de moins d'un mois, c'est-à-dire du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021 pour reprendre les cours comptant de la nouvelle année scolaire le lundi 4 janvier 2021. Toutes ces informations ont été données par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Nana Aga Gadeda, au cours d'une interview qu'il a voulu accorder à nos reporters. Oui, vous avez parfaitement raison. Comme vous le savez, nous avons perdu beaucoup de temps durant cette année. Et il faut absolument que nous puissions sauver l'année. Pour sauver l'année, il faut avoir du temps. Parce que les programmes sont exécutés dans des temps précis. Il y a des normes qu'il faut respecter. Les normes internationales, les normes communautaires. Et nous avons été sérieusement affectés cette année par la pandémie d'abord, ensuite les différentes grèves répétitives des enseignants. Si bien que le temps d'exécution des programmes a été considérablement réduit pour essayer de rattraper un peu ce retard. On ne va pas rattraper tout le retard, mais pour essayer de rester un peu dans les normes, nous avons pensé que l'année doit être encore prolongée. Pour les classes d'examen, il n'y a pas de problème. Le temps que nous avons fait à travailler nous a permis d'être à peu près à 80-85% d'exécution des programmes pour le public et de 80 à 100% pour les écoles privées. Mais pour les classes intermédiaires, toutes les classes qui ne font pas les examens, il faut rallonger encore le temps d'apprentissage pour être dans un pourcentage acceptable d'apprentissage. C'est pourquoi donc nous avons décidé de terminer l'année scolaire 2019-2020 le 14 décembre 2020. Et donc, les enfants auront au moins 2 semaines de congé avant la nouvelle année 2020-21 qui, elle, doit normalement commencer le 4 janvier 2021. Voilà un peu pour la fin de l'année et le début de l'année 2020-21. Les programmes ne pourront pas être épuisés. Quel que soit l'effort qu'on va fournir, ça ne pourra pas être épuisé. Parce que c'est beaucoup de temps que nous avons perdu. Mais nous voulons faire le maximum dans ces programmes. Et nous avons déjà mis en place une stratégie qui nous permet l'année prochaine de pouvoir apporter des soutiens ou des cours de remédiation pour essayer de combler les lacunes des 2 années antérieures pour qu'effectivement les enfants acquièrent les connaissances fondamentales requises. Vous posez une très bonne question. Le parent est l'élément central dans la réussite des enfants. Ça, il faut le dire. Parce que la réussite de l'enfant dépend de l'engagement et de l'accompagnement que la famille lui apporte. L'école ne peut pas tout résoudre. La rue est dangereuse. Si la famille démissionne, l'enfant a très peu de chances de pouvoir réussir à l'école. C'est pourquoi le contrôle des parents, leur présence, leur appréciation du travail de leur enfant, les conditions nécessaires à son succès scolaire doivent être mis en place par la famille, par les parents. Et donc, je demande encore aux parents de jouer ce rôle nécessaire, ce rôle important. Et de comprendre que l'école n'est qu'un élément qui participe à la construction
intellectuelle de l'enfant. Et que la famille en constitue le soubassement. Le contrôle doit être pris en charge par la famille. Le suivi doit être pris en charge par la famille. Et la relation entre la famille et l'école doit se renforcer pour qu'effectivement on donne toutes les chances à l'enfant de pouvoir réussir. Nous sommes dans une situation difficile où chacun des acteurs de la communauté éducative doit se mobiliser pour sauver notre école, pour sauver nos enfants. Parce que notre pays ne peut se construire sur des années tronquées, sur des années réglées de telle ou telle façon. Notre école ne peut se construire que si tout le monde comprend sa responsabilité, que chacun comprenne sa responsabilité dans la construction de notre école et que chacun s'y engage. Également annoncé dans les titres, la faute qui a été commise par le CNSP, c'est d'avoir promis au M5 RFP la primature et de ne pas respecter son engagement. Ce sont les propos du professeur Clément Dambélé qui, au cours d'une interview, nous a donné son point de vue sur les trios de son Excellence le colonel-major à la retraite Badaou, le colonel Assimi Goïta et Mokhtar Wana pour piloter la transition, ainsi que les causes des frustrations au sein du M5 RFP. On va dire qu'apparemment c'est un bon trio. On va dire aussi que c'est un bon mélange parce que le président de la République est un mix. C'est un civilo-militaire. Et on peut dire aussi que Assimi Goïta représente aujourd'hui la présence de la junte, donc de l'armée malienne. M. Wan Mokhtar représente la diplomatie et la partie civile. C'est un bon trio, mais ça peut continuer à être un bon trio seulement si la logique de l'honnêteté du travail et de la transparence, de la bonne gouvernance est suivie. Ça serait un bon trio s'il travaille en cohérence avec le peuple malien. Ça serait un bon trio si chacun d'entre eux comprend pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il doit faire, comment et pourquoi il doit faire des choses. Vous savez, l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on ne peut rien faire sans les Maliens, qu'il faut sortir un peu des grands discours. Le président de la transition, M. Bandaou, a dit qu'il ne peut pas lutter contre la corruption, mais il pourra lutter contre l'impunité. Cela suppose qu'il doit agir. Il doit agir avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus de dynamique. Il y a des affaires, quelques cas de scandale financier qui sont là aujourd'hui. Ce sera la première tâche de Bandaou pour relever ce défi. Pour dire que même dans sa propre maison, plus près de lui, il peut régler les choses. Il peut lutter contre cela. Et moi, je pense que c'est des choses qui sont très importantes à faire et qu'on doit vraiment penser à ça. Moi, je l'ai appris, parce que ce jour-là, je n'étais pas là à Kati, mais je l'ai appris que le CNSP a promis au M5 RFP la primature. Alors, il faut qu'à un moment, même si moi, je fais partie de ceux qui soutiennent l'armée malienne, donc les militaires, par excellence, je soutiendrai toujours les militaires, parce que je pense que la raison de vivre aujourd'hui, c'est l'armée malienne. Mais la faute qui a été commise par le CNSP, c'est d'avoir promis au M5 la primature et de ne pas respecter son engagement. Vous savez, dans notre culture, madame, il y a trois choses fondamentales. La première chose, chez nous, ça s'appelle l'honneur, la dignité et la bravoure. Ces trois éléments reposent sur les valeurs culturelles. Tout ce qu'un Malien fait, il doit réfléchir à son honneur, à sa dignité, à sa bravoure. Au Mali, on respecte des choses, le langage et l'engagement. On doit respecter son langage et son langage notre langage nous engage. Si vous avez dit que vous donnez la primature au M5 RFP, vous avez même demandé des CV, il y a eu 14 CV. Si les 14 CV ne répondent pas à votre critère, et allez-y piocher encore. Si vous ne trouvez personne à M5 qui répond à vos critères, rencontrez M5 pour leur dire, écoutez, nous avons regardé partout, même ceux qui n'ont pas donné les CV, mais nous n'avons trouvé personne parmi vous qui puisse relever ça comme défi. Nous vous demandons la permission, parce que nous, on vous a donné notre parole. Nous vous demandons la permission de nous d'aller chercher d'autres ailleurs.
pas peut-être dans les partis politiques, mais même au sein de la diaspora. Je connais M5 pour être membre fondateur. Je sais que M5 aurait accepté que le CNSP aille au-delà ou en dehors de M5 pour chercher quelqu'un. Il trouvait Mokhtar Wane. Il ramène Mokhtar Wane son dossier en disant à M5, mais nous avons trouvé Mokhtar Wane, mais nous voulons avec vous qu'on soit mis d'accord pour que Mokhtar Wane soit le Premier ministre et au surplus que Mokhtar Wane vous concerte régulièrement que vous passiez que vous fassiez des choses ensemble en accord entre le CNSP, Mokhtar Wane et le M5. Ça n'a pas été le cas. Donc, le CNSP a choisi. Je ne sais pas si le CNSP a vraiment choisi, mais en tout cas, ça a été parachuté et sans concertation, sans négociation, sans... Et du coup, M5 a eu le sentiment d'être marginalisé, mais d'être humilié et d'être insulté. C'est ce sentiment d'humiliation aujourd'hui qui explique la frustration, le rejet d'une partie de Mokhtar Wane. Vous savez, il n'est même pas venu, on parle de 64 milliards détournés dans son département quand il était ministre des Affaires étrangères. C'est grave. Quand Bandaou dit que la lutte contre la corruption, ce sera l'impunité zéro, il vient de démarrer avec un Premier ministre qui fait l'objet d'un scandale de 64 milliards avant la prise de fonction. Alors Bandaou doit demander à ce que Mokhtar Wane, moi-même je lui demande qu'il s'explique. Peut-être qu'il n'est pas coupable, mais c'est passé dans son département, alors il doit s'expliquer face au peuple malien. Un. Deuxièmement, il faut que Bandaou, le Premier ministre et tous les ministres qui seront nommés, mais qui déclarent leurs biens. Qui déclarent leurs biens. Pas du genre à mettre dans une enveloppe pour aller donner comme ils le font avec Ibeka là. Non, non, on veut des détails, on veut voir la photocopie de levée de compte, on veut voir les papiers des maisons, on veut tout savoir. Les Maliens veulent la transparence totale. Cette transition doit donner le ton, doit donner le premier visage du Mali nouveau. Le premier visage, ce sera ce que les membres de cette transition vont faire. Et je veux même aller plus loin. Tous ceux qui seront dans la Constitution, les députés là, doivent déclarer intégralement leurs biens et que ce soit publié dans les journaux, que ce soit donné à vous les journalistes, qu'on le voit sur les réseaux sociaux. On veut savoir tout sur tout le monde. Il faut passer tout le monde au scanner. L'impunité zéro commence par ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de jeu de cache-cache. Le Malien doit savoir aujourd'hui qui le gère, comment on le gère, pourquoi on le gère et où est-ce qu'on va. Voilà ce qui peut expliquer quelques réticences de ce point de vue. Sinon, moi personnellement, je ne connais pas Mokhtar Wane. Je ne peux rien lui reprocher. Je n'ai rien à lui reprocher. Et je souhaite un très franc succès à ces trios, Bandaou, Assimi Goïta et Mokhtar Wane. On n'a jamais entendu un scandale sur Assimi Goïta. Je pense que tout le monde est unanime sur sa droiture, sur son calme, sur son sang-froid. Bandaou, il est connu pour sa rigueur. Mokhtar Wane, bon, les gens commencent à parler de 64 milliards. Je pense qu'il va se sortir pour s'expliquer. Sinon, il va traîner ça pendant toute la transition. Ça sera la grosse tache noire de la transition. Le Mali a besoin de 5 grandes réformes. La première réforme à faire au Mali, ça sera la réforme de la justice. Il faut réformer la justice malienne. Nous avons une justice qui est corrompue. Nous avons une justice qui est trempée dans la boue de la déchéance morale. Une justice qui est handicapée par l'interprétation avec un code qui n'est plus adapté à notre réalité. Il faut la réforme de la Constitution que certains demandent. J'en fais pas partie. Et il faut revoir la loi, le code électoral. Je suis très partisan pour ça, pour éviter le code de la corruption électorale. Et donc la justice malienne doit être révisitée en large et en fond. Après la justice, il faut la réforme économique. Cette réforme économique doit suivre la décentralisation. La réforme économique qui doit se baser sur le pouvoir d'achat, sur le mérite du travail. Au Mali, on ne comprend pas qu'il y a des gens qui passent toute la journée à courir sous le soleil, à travailler, mais qui ont du mal à vivre. Et qu'il y a des gens qui sont dans les bureaux climatisés et qui détournent des milliards. La réforme économique et de la justice doivent tenir compte de la lutte contre la corruption dans sa globalité, dans sa diversité. La réforme économique qui doit permettre à chaque Malien de manger 3 fois par jour, c'est-à-dire le projet d'autosuffisance alimentaire, le projet de développement local, le projet de services sociaux de base. Et la réforme économique doit permettre à chaque Malien de pouvoir investir, à chaque Malien de pouvoir et attirer les investisseurs étrangers
pour qu'ils investissent ici au Mali avec des garanties judiciaires de l'investissement. Après la réforme judiciaire et économique, il faut la réforme territoriale. Vous savez, ça fait plus de 20 ans qu'on ment au Mali, soi-disant une décentralisation. C'est la pseudo-décentralisation, c'est du mensonge, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de décentralisation au Mali. Il y a eu une cartographie, une décentralisation cartographique, alors que la décentralisation au Mali doit être une décentralisation économique et humaine, en tenant compte de l'environnement. Si vous regardez Sikasso, c'est l'agriculture. Comment on peut développer Sikasso à partir de l'agriculture? Quand vous regardez Kaye, c'est l'or. Comment on peut développer Kaye à partir de l'or? Quand vous regardez Mouti, c'est la pêche. Comment on peut développer Mouti avec la pêche? Quand vous regardez ainsi de suite. Comment on peut développer le Mali décloisonné, mais en tenant compte de la réalité économique de chaque secteur et le facteur humain, les ressources humaines, pour que finalement, celui qui est à Kaye ne soit pas obligé de venir à Bamako pour régler ses affaires. Mais pas seulement la ville de Kaye, mais même quand il est dans un village de Kaye, qu'il puisse avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'école, à la santé et à l'emploi. Pour cela, il faut faire une cartographie industrielle. Du coup, la décentralisation territoriale va tenir compte de la décentralisation économique et judiciaire. C'est-à-dire toutes les réformes dont je suis en train de parler vont ensemble. Elles s'emboîtent les unes dans les autres. La réforme territoriale doit donner naissance à une décentralisation osée, pas poussée, mais osée, pour qu'il y ait une autonomisation financière, une autonomisation humaine, une autonomisation territoriale, pas la partition du Mali, mais que les régions suffisent à elles-mêmes pour qu'elles puissent participer à l'élan national, au développement national. Après cette décentralisation territoriale, il faut la décentralisation de l'éducation et de l'emploi. Je ne comprends pas pourquoi l'école malienne, l'université malienne est devenue un lieu de crime organisé par le système. Le malheur d'aller à l'école malienne. C'est vraiment malheureux d'aller dans cette école malienne, qui est l'une des plus mauvaises écoles de l'histoire de l'humanité, avec un système médiocre. L'école malienne est le symbole de l'excellence, la promotion de la médiocrité. C'est à l'école malienne qu'on apprend à voler. C'est à l'école malienne qu'on apprend à tricher. C'est à l'école malienne qu'on apprend à ne pas travailler. Et quand on quitte l'école malienne, on ne trouve pas de boulot. Et quand on trouve du boulot parce qu'on est papi ou mamie, parce qu'on a un coup de piston, on a appris à voler et on va appliquer maintenant dans la pratique le vol. Quand on a les moyens, parce qu'on paye, quand on n'a pas besoin d'aller dans une université, on peut avoir son diplôme, on n'a rien à faire dans cette université. Quand on a formé des gens sur anthropologie, sciences juridiques, sciences de l'éducation, géographie, histoire, les lettres, machin, tout ce dont on n'a pas besoin. En fait, on n'a pas besoin des centaines de Clément. Hein. Moi, je suis littéraire, j'ai fait un doctorat en philosophie, après j'ai fait un doctorat en littérature, et pour devenir professeur des universités en sciences politiques. Mais est-ce qu'on a besoin des centaines de Clément, des grands théoriciens? Non. On a besoin des techniciens, des praticiens aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement qu'on doit former les gens par rapport à la réalité socio-culturelle et économique du Mali pour voir qu'est-ce qu'on a besoin vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, si tu construis une maison, pour faire une belle finition, tu es obligé d'appeler les Togolais, pour la plomberie, les Ivoiriens, pour ça. Il n'y a plus de Maliens qualifiés dans ça. Nous avons le soleil 360 jours sur 365 jours. On n'est pas capable de développer l'énergie renouvelable et nous sommes là à subir l'une des plus médiocres sociétés qu'on appelle l'énergie du Mali. Nous avons tout ici. Nous avons le sud du Niger. 1 million d'hectares, on n'a pas atteint encore 100 000 hectares. Et nous avons 12 millions d'hectares agricoles au Mali. On n'a pas dépassé encore 1 million d'hectares agricoles. Tous les Maliens peuvent trouver du travail. Tous les Maliens peuvent travailler. Mais tout simplement, le système éducatif est tellement médiocre à tel point, quand tu envoies ton enfant à l'école malienne, c'est comme si tu l'as envoyé à la boucherie, tu l'as envoyé à l'enfer. Parce qu'il va sortir en pensant que le diplôme qu'il a sert à quelque chose, ça ne sert à rien du tout. Et dans ce drame-là, il faut donc réformer l'école malienne, en adéquation avec l'emploi. La réforme de l'emploi doit aller avec la réforme de l'éducation. Et l'éducation doit être revisitée dans son contenu pédagogique, dans sa forme pédagogique et dans son objectif pédagogique. Après, la dernière réforme à faire, ça c'est la réforme sécuritaire, la réforme de l'armée malienne. Comment vous pouvez comprendre qu'on a débloqué 1230 milliards dans la loi d'orientation de programmation militaire et qu'avec 1230 milliards débloqués, l'armée malienne est encore la risée du monde. Que nos militaires n'arrivent pas. Il faut donner le maximum aux militaires. Il faut former les militaires, leur donner des armes. Si on doit prendre la moitié du budget de l'État malien pour donner aux militaires, il faut leur donner. Il faut que le salaire des militaires soit augmenté à 30%. Il faut qu'il y ait des primes de décès énormes.
Quand le militaire doit mourir sur le champ, il est fier de mourir. Il ouvre sa poitrine parce que quand il meurt, sa femme ne sera pas obligée d'aller avoir des petits copains à gauche, à droite pour nourrir ses enfants. Sa femme ne sera pas obligée de, excuse-moi l'expression, de se donner à quelqu'un pour avoir un peu de pain, un peu de riz pour nourrir ses enfants. Quand le militaire est blessé, à l'hôpital de Sévaré par exemple, on ne donne pas l'ordonnance au militaire pour lui demander d'appeler ses parents. Moi je sais ce que je dis, ça blesse les gens, mais c'est ça la vérité. Les militaires sont démotivés, ils sont désorientés parce qu'ils sont mal dirigés, ils sont mal gérés. Aujourd'hui, il faut Assimi Goïta qui gère la défense et la sécurité doit faire face à une armée qui doit être restructurée, une armée qui doit être accompagnée, motivée. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut les former, il faut leur donner des armes, il faut les payer conséquemment. C'est tout simplement ça. Mais aller dire aux militaires, vive le Mali, vert, jaune, rouge, il faut faire la... Et personne ne fera ça, hein, ça ne marche pas. Pendant qu'il est en train de dire, il faut chanter l'hymne national du Mali, lui il est en train de penser à sa femme pour dire, si je meurs, qui va nourrir ma femme? Parce que son voisin est mort il y a quelques mois, sa femme n'arrive même pas à toucher la pension militaire et que la première fille de sa femme est obligée d'aller à la rue Princesse pour nourrir la famille. Ça, c'est la réalité malienne. Donc aujourd'hui, il faut que le Malien se regarde. Aujourd'hui, il faut qu'on se remette en cause. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on arrête de dire nous sommes les enfants de Sunyata, les descendants de Tcheva. Mais nous sommes nous-mêmes, nous sommes quoi et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour ces pays? Et pour cela, le CNSP doit comprendre qu'il est le petit frère de M5. M5 doit comprendre qu'il va continuer à exister, mais en accord avec le CNSP. Les deux vont ensemble. Les deux frères, CNSP et M5, doivent se mettre ensemble, doivent se réconcilier, doivent avancer ensemble, doivent corriger ensemble. Si quelqu'un se trompe, l'autre corrige. Mais le CNSP n'a pas le choix que de s'ouvrir, de venir vers M5. M5 doit accepter le CNSP. Ce qui est passé, c'est passé. On laisse tomber tout ça. On se met ensemble. On avance ensemble parce que le Mali a besoin de ces deux garçons. M5, c'est le premier fils. CNSP, c'est le deuxième fils. Le Mali a besoin de ces deux garçons-là parce que la maman est malade, la patrie mère. Notre maman qui est la patrie mère, quand elle est malade, on doit arrêter de faire des petits guerres là, de faire des petits guerres, des petits conflits, des calculs individuels, des opportunités personnelles. On doit laisser tomber tout ça. M5 c'est le premier fils, CNSP c'est le deuxième fils. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour sauver la maman. Elle est malade, elle s'appelle le Mali. Ainsi prend fin cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.